Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'équipe, de vous présenter, peut-être un petit peu à l'avance, mes meilleurs vœux pour le nouvel an berbère Yennayer. Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Et nous allons d'ailleurs en parler durant l'émission de la langue amazigh, peut-être un petit peu de Yennayer, et cela avec notre invité, Mohamed Sari. Bonsoir. Bonsoir Youssef. Merci mille fois d'être là. Et merci aussi pour ton aimable invitation. Alors nous allons parler, Mohamed Sari, de ton dernier ouvrage qui est un récit, Aizar, un enfant dans la guerre. Avant cela, je voudrais signaler plusieurs titres de romans, même d'essais, d'ouvrages collectifs, que vous avez commis le grand péché Pluie d'or. J'ai eu la chance de déviser avec vous sur ce roman, en plus qui a eu le prix Escale littéraire d'Alger en 2016. Le naufrage, le labyrinthe, puis d'autres romans en langue arabe, et même un roman, si mes souvenirs sont bons, en langue amazigh. Traduit. Pluie d'or a été traduit en langue amazigh. Voilà. Par un excellent traducteur qui travaille sur la langue amazigh, c'est Habibullah Mansouri. Formidable. Alors d'ailleurs, nous allons évoquer cette question puisque elle revient dans votre récit à un moment donné sur ceux qui sont autour, puisque à Aizar, voilà, situé géographiquement, c'est près de Cherchell. Au sud-ouest de Cherchell. Au sud-ouest de Cherchell, c'est en même temps un hameau, mais en même temps un oued. Un oued, oui, oued Aizar, oui. Voilà. C'est entre Menasseur et Sidi Amar, dans les montagnes. C'est dans les montagnes. Voilà. Alors, et c'est une région aussi berbérophone. Et voilà, justement. Nous allons en discuter, puisqu'à un moment donné, il y a tout un chapitre pour en parler. Oui. Absolument, tout un chapitre où vous parlez de cela et comment Cherchell, qui était une ville berbère, puisque c'est l'ancienne Césarée, mais avant, elle s'appelait autrement. Ah bon, c'est Yol aussi, voilà, du temps de Phéniciens. Yol. Et tout d'un coup, c'est devenu Cherchell, puis c'est une ville où, petit à petit, je dirais qu'elle s'est arabisée. Parce qu'on dit qu'il y a de nombreuses familles andalouses, après la chute de Grenade en 1492, ils se sont installés dans les villes côtières, maghrébines d'une manière générale, et dans Cherchell. Et c'est pour ça que c'est une ville qui a été arabisée et ces populations ont apporté avec elles beaucoup de savoir-faire, des traditions, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient artisanales. Et même musicales, puisqu'il y a un festival. Puisqu'il y a un festival à Cherchell de musique andalouse. Et c'est pour ça qu'il y a une relation qui est riche, ambiguë, entre les citadins qui sont arabophones et entre les ruraux, les campagnacs qui sont... Et c'est pas loin. C'est pas loin, non, à quelques kilomètres. Oui, 20-30 kilomètres parfois, pas plus, même pas, 10 kilomètres. C'est 2-3 kilomètres. 2-3 kilomètres. Dès que tu sors de Cherchell vers la montagne, c'est la langue berbère. Voilà. Alors, ça va être un sujet intéressant. Oui, il est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de parler de notre langue ancestrale. Oui. Il est très souvent dans votre ouvrage récit. Alors, est-ce que c'est seulement un récit autobiographique? Romancé. Romancé parce que moi j'ai toujours d'ailleurs le problème qui s'est posé pendant des années, c'est comment raconter ce que durant toute mon enfance de l'après-indépendance, ces événements, ces personnages, cette tragédie de l'exode forcé qu'a vécu non seulement ma famille, mais toute une population, de la population d'Aizar et bien d'autres régions dans le pays. Est-ce que quand on veut parler de cet exode, de ce déplacement de population, pour utiliser des termes plus ou moins polis,
comme c'est le cas de toute cette littérature historique qui parle des camps, déplacements de population et des camps d'internement, comme par exemple le fameux rapport de Michel Rocard. Moi, je me suis toujours posé la question, comment aborder ce sujet? Est-ce que je vais l'aborder comme un historien, c'est-à-dire donner des chiffres, évoquer des lieux, avec une neutralité d'un savant, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'ai voulu écrire ce déplacement de population que j'appelle un exil forcé, et ces camps de concentration. Il faut bien appeler le chat un chat. Et la raconter de l'intérieur. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai choisi, on va peut-être en parler, la forme polyphonique. Il y a des personnes qui parlent en utilisant le jeu, c'est-à-dire où il y a beaucoup de subjectivité. Comment des gens ont vécu cette tragédie dans leur chair, dans leur âme, dans leur vécu quotidien. C'est ça le plus important. Sinon, les chiffres donnés, nous savons... ça, c'est un travail d'historien. C'est un travail d'historien. Oui, c'est pas un travail de romancier. Je ne suis ni historien ni rien. Moi, j'ai voulu raconter cette histoire non, vous n'êtes pas rien. De l'intérieur. Vous êtes écrivain. Oui, écrivain. Vous avez traduit plusieurs ouvrages de l'arabe au français, du français à l'arabe. Vous êtes vous-même critique littéraire, spécialité littérature, théorie de la littérature, sémiotique, enfin tout ce qui est littérature moderne, les méthodologies d'approche littéraire, et ainsi de suite. Littérature croisée. Littérature croisée, littérature comparée. Alors, ce qui est très original dans votre roman-récit... Ça, c'est intéressant. L'originalité, elle est très intéressante. Voilà, ce qui est très original, c'est qu'effectivement, au départ, ça commence par cet exode forcé, ce déplacement de population que vous narrez, et puis vous dites, moi j'étais petit, donc se mêlent en même temps mes souvenirs. Mais quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les souvenirs sont toujours flous. Puis comme dirait un grand écrivain, on aime bien se raconter des histoires à cet âge-là, c'est logique. Mais vous dites, maintenant avec le recul, à mon âge, j'essaie de reconstruire une certaine réalité. Mais je vous avertis tout de suite, ce ne sera peut-être pas une réalité. Ça sera ma réalité et la réalité de ce qu'on peut me raconter, particulièrement ma mère, mon père, mes tantes, mes oncles, mes cousins, et peut-être ce que moi, dans mon petit imaginaire d'enfant, j'ai pu me construire comme monde. Et c'est ça l'originalité de votre roman-récit. C'est-à-dire que, chapitre par chapitre, vous mettez entre parenthèses, père, mère, cousin, Dader. Au début, je l'ai écrit sans sous-titres. Et ensuite, quand je l'ai donné à lire à quelques amis, ils m'ont dit qu'il vaut mieux faire des titres pour que le texte soit plus compréhensible. Parce qu'à un certain moment, on peut lire une page, 2 pages, on ne sait pas qui parle vraiment. Et c'est pour cela que j'ai utilisé des sous-titres pour justement désigner le narrateur qui raconte son histoire. Donc, il y a l'enfant, il y a la mère, le père et puis plusieurs autres personnages. Pour dire aussi une petite nuance, c'est que ce que je raconte est une réalité multiple. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement mes souvenirs à moi, parce que j'étais enfant, vous savez, à l'indépendance, j'avais 5 ans, donc vraiment... mais pendant des années, les années après post-indépendance, ces récits m'ont été racontés plusieurs fois, donc tant de fois racontés. Et vous savez, comme le dit si bien Marcel Proust, quand on est dans les réminiscences et quand on raconte le même récit, on ne répète pas souvent la même façon de raconter. Il y a toujours quelque chose qui est
disons, ajouter. On peut ajouter, on peut enlever, on peut mettre, c'est-à-dire mettre un grand trait, hein, élargir sur il y a des choses qu'on va mettre certains événements, en exergue, les choses qui nous font mal, on peut peut-être les mettre de côté ou en parler juste brièvement, alors que les choses qui nous font honneur, on peut s'y étaler beaucoup. Donc c'est à partir de là que justement, en écrivant ce récit, j'ai fait moi-même une nouvelle enquête. C'est-à-dire, non seulement tous ces récits ont été emmagasinés dans ma mémoire pendant des années, mais aussi pour l'écriture romanesque, elle a besoin de beaucoup de détails. Un historien, il ne donne pas de détails. Il suffit d'une phrase pour qualifier oui, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Oui. Mais un récit et un roman, il a besoin de beaucoup de détails. Donc j'étais presque contraint de faire une nouvelle enquête, de faire parler les auteurs qui justement parlent dans le livre. Il y a mon père, ma mère, mes cousins, des amis d'enfance et des gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui dans la région de Aizar. Ils ne sont pas beaucoup parce que c'est une région qui a été désertée. À l'époque, c'était vraiment une région où il y avait beaucoup de familles, il y avait une vie. Quand on parle de Oued Tétam aussi, c'était une grande liesse, où il y avait de la fantasia, où il y avait un concours de tir, où le préfet d'Orléansville, à l'époque, il est venu assister pour faire un discours. Donc, alors que maintenant, c'est une région presque déshéritée. Donc, pour pouvoir repeupler la mémoire, et aussi pour pouvoir décrire surtout les lieux, la géographie, il fallait quand même y aller pendant 3 étés. J'y suis allé en hiver aussi, pour voir surtout Oued Aizar dans mon enfance. C'était presque un ogre, c'était immense. C'est comme si j'allais traverser. Mais votre récit débute par une crue absolument terrible. Hein, où il y a une traversée comme ça. On a l'impression de comme une sorte de. Mais, écoutez, je vais employer un mot dur. C'est une déportation. Voilà, c'est le mot, c'est une déportation, justement. C'est une déportation. Il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, justement. Alors, donc c'est pour cela que je me suis replongé une nouvelle fois dans ces années terribles en faisant, et j'étais accompagné par des mémoires que j'ai fait moi-même, que j'ai ressuscité. Hein, parce que quelqu'un, vous savez, à un certain moment, une fois, j'étais avec ma mère, on était assis dans un endroit sous un arbre, et elle commençait à me raconter son enfance et comment se faisaient les semailles de l'époque. C'était des champs de blé, d'orge et de pois chiches et de lentilles. Et les hommes travaillaient. Ils faisaient la moisson, les femmes aussi avaient leurs travaux, et les petits-enfants apportaient des repas, de la nourriture aux ouvriers, aux travailleurs. Et à un certain moment, ma mère, quand elle commençait à raconter, et tout d'un coup, elle s'est souvenue, depuis des années, qui est octogénaire, elle s'est souvenue des chants que chantaient les ouvriers, enfin les paysans qui faisaient leur moisson. Le sarclage, etc. Voilà, et tout d'un coup, elle s'est arrêtée et elle a commencé à chanter. C'était des chants qui accompagnaient les gestes, et elle a commencé à chanter. C'est des chants en arabe dialectal, c'est des chants en berbère aussi. Ça vous le racontez pas, hein? C'est extraordinaire. Mais ça vous le racontez pas, hein, excusez-moi. Oui, mais parce que ce n'était pas. Vous auriez dû inclure un CD, je vais inclure un CD, oui. Ah bah écoutez, là, moi, je retrouve pas ce que vous me dites là. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun moment donné. C'est que les gens, quand tu discutes avec eux, et surtout sur le lieu même où se sont passés les événements,
ils vont te raconter des choses extraordinaires, surtout certains détails. D'ailleurs, j'ai raconté aussi le détail aussi de la marée plutôt la mare de la mariée, et puis ce djinn, enfin, ces voix qu'on entendait, on disait que c'est l'âme de la mariée qui était revenue. Et ça aussi, mon père me l'a raconté comme ça. Il m'a dit, oui, une fois, je suis venu, j'ai entendu des voix, j'allais vers le quartier général. Votre père n'était pas du tout le genre à croire à ce genre de... Bon, pour lui, c'était des sornettes. C'était un paysan courageux, pour lui. Il vivait, il sortait la nuit, c'était des gens qui n'avaient pas peur. À la limite, comme vous le dites parfois, ça, c'était les histoires que pouvaient me raconter Tante Khadija, etc., ou ma mère. Enfin, ça, c'était l'histoire de femmes. Autour d'un poêle, les nuits froides d'hiver. Dans le patio, on pouvait se parler de ça. C'est pour nous endormir, quoi, en général. Puis ça donnait un petit peu un caractère fort sympathique. C'est un fond culturel. C'est un fond de l'oralité culturelle très important, etc. De toutes les façons, la misère n'empêche pas de vivre quand même des moments heureux. Les gens aussi, malgré la guerre, malgré la misère, les gens se mariaient, ils faisaient des fêtes, ils dansaient, ils étaient quand même... Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas dans ce dualisme, dire que la colonisation, c'est toujours noir, mais les gens vivaient leur vie. Vie, ils avaient aussi leur moment de joie aussi, il faut le dire. Heureusement d'ailleurs, sinon la vie n'a pas le mérite d'être vécue. Alors, autre grand intérêt de votre roman-récit, vous avez raison de me rectifier en disant roman-récit, parce que vous me dites là, je voulais vérifier. Je suis parti 2 ou 3 fois, bien après, pour voir les lieux. Alors, je retrouvais bien certains lieux. Malheureusement, Aizar et plusieurs autres hameaux avaient été complètement rasés par des bombardements terribles. Donc, on ne retrouvait pas. Mais j'essayais de retrouver ce chêne centenaire ou cet endroit-là. Mais paradoxalement, le chêne centenaire, il existe toujours. Oui. C'est vraiment un balcon qui dominait la vallée et d'où on pouvait voir, mais presque jusqu'à la mer, jusqu'à la forêt du rocher noir, du rocher blanc. Pas tout à fait la mer. Pas tout à fait. Parce que la mer, vous allez la découvrir quand vous allez chercher. Mais je veux dire le bleu. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où les gens y venaient. Ils s'installaient, ils discutaient. Il y avait la brise quand même qui est un petit peu fraîche, qui venait de la mer. C'est un peu l'arbre à palabres. Oui, c'est l'arbre à palabres, l'arbre à dire, comme le dit si bien Mohamed Dib. Alors, non, mais ce qui m'a beaucoup vraiment touché, c'est que quand vous laissez parler votre père, votre grand-mère, votre tante Khadija, qui est non-voyante. Et c'est une conteuse, extraordinaire. Elle avait une mémoire phénoménale. Tous les récits anciens, païens, des ogres, et ainsi de suite, elle nous les racontait. Ce que j'ai vraiment trouvé formidable, c'est pour ça que là, c'est le côté romanesque. C'est-à-dire que, vous êtes en train de boire les paroles de ce que les différents personnages que vous faites intervenir dans des différents chapitres, vous racontez, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est passé, soit dans des moments terribles, soit dans des moments de joie, ou comment tu étais toi quand tu étais petit. Ça, c'est important, ça, savoir ça. Et ma naissance, voilà, et le mythe aussi. Il faisait froid. Et c'est vrai que quand, à l'âge de juste 2 ou 3 mois, j'étais malade et ma mère a dû m'emmener vers. Quand elle m'a raconté ça, je me suis. C'était la fontaine d'eau bénite. Oui, c'est une fontaine d'eau bénite. Et puis je me suis souvenu de toutes mes lectures de l'Iliade d'Homère. Achille, quand il a été petit, quand elle a trempé dans une eau sans le pied. Elle a oublié le talent. Voilà. Donc c'est les mythes fondateurs de
de la Méditerranée, hein, et qu'on peut retrouver dans toutes les cultures, chez tous les peuples de la Méditerranée, oui, effectivement. Et là, en plus, c'est en même temps, vous étiez malade, vous étiez bébé, on dit, bon, on nous dit que cette fontaine, c'est une eau bénie, donc on va le tremper, mais attention, c'est comme c'est un pèlerinage, il y a une sorte de silence religieux. Total, religieux, oui, religieux. Ça c'était très beau. Très beau. Il ne faut prononcer aucun mot. Voilà. Et puis il y a l'histoire de l'arbre. Oui, l'arbre foudroyé par la foudre, et qu'il faut justement que l'on fasse passer le bébé à travers l'anfractuosité. Il y a la mère d'un côté, le père d'un côté. Mais il faut que ce soit la mère qui le reçoive. Il faut qu'il le reçoive, oui. Donc il faut que ce soit elle qui passe la première. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que excusez-moi, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais vous dire, Mohamed Sari, mais quand vous faites parler votre père, votre mère, votre grand-mère, votre tante, vos cousins, même votre cousin va parler à un moment donné, etc. et tout ça, c'est que encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire. Oui. Je prends ça et je prends ça pour argent comptant. Et c'est comme ça. Parce que de toute façon, moi je peux pas m'en souvenir. Bon. Oui. Je le prends et peut-être vous, lectrice ou lecteur, vous allez penser que c'est peut-être pas très vérité historique tout cela, etc. Mais ça m'est égal. Parce que c'est ce qui m'a fabriqué. Après tout, qu'est-ce que je me fais aller? C'est comme ça. Je n'ai que ça, en tout cas, ce qu'on a pu me raconter. Maintenant, est-ce qu'il y a une part d'exagération? Est-ce qu'il y a une part de faux? Est-ce qu'il y a une part d'imaginaire? Il n'y a aucun imaginaire. Ce sont des faits qui m'ont été racontés. Oui, mais c'est des êtres humains, c'est des témoins. Non, mais eux, écoute, nous sommes devant des gens qui sont simples, qui sont analphabètes, qui n'ont pas lu les livres qu'on a lus, qui n'ont pas lu l'Iliade d'Homère, qui n'ont pas lu tous les mythes qu'on a lus chez les autres peuples, mais eux, quand ils racontent ce qu'ils ont vraiment vécu. Oui, mais Mohamed vécu. Et je pense qu'ils sont d'une sincérité désarmante, où ils te racontent ce qu'ils ont vraiment vécu. Non, mais je remets pas du tout en cause. C'est comme l'histoire par exemple de la petite fille qui traverse l'Oued, et l'Oued étant cru, et tout d'un coup il y a une vieille dame qui le prend sur ses épaules, et puis quand ils ont essayé, c'est Tantija aussi, quand la petite fille a raconté à sa tante, la tante a essayé de voir qui c'est. Oui, on aurait su. Et les gens se connaissaient, toutes les familles se connaissaient, et elle a essayé de faire sa petite enquête, et il n'y a aucune femme qui a dit qu'elle a fait traverser une petite fille. J'entends bien tout ça, tout cela. Laissez-moi finir et je vais vous... Le problème, ce n'est pas que quelqu'un soit carré, ou soit totalement analphabète, ou soit de bonne aloi, ou non. Vous savez aussi bien que moi. Alors, moi aussi, j'ai eu des parents et des grands-parents qui m'ont raconté des parts de leur vie. Mais le problème, c'est que nous sommes tous des êtres humains, avec ce que... Moi, si demain, déjà j'ai un certain âge, mais si on me prête vie, si Dieu me prête vie jusqu'à 90 ans et qu'un jour ma fille me pose la question, oui, mais en 1970, qu'est-ce que tu as? Il y a toujours j'aurai chez moi, inconsciemment, une part qui sera peut-être, parce qu'il y a l'oubli, mais peut-être romancée ou autre que la vérité. Oui, d'accord. Je ne mets pas en cause la sincérité, mais c'est pour ça que je trouve ça beau. Nous avons parlé nous avons évoqué avant quelques instants, nous avons parlé des réminiscences. Les réminiscences, c'est cette mémoire que les grandes personnes essayent d'utiliser pour revivre certains temps, glorieux ou non, de leur vie.
Et on sait, il y a la psychologie humaine qui dit qu'en fin de compte, justement, c'est ce que vous venez de dire, qu'il y a peut-être quelques déformations. Il y a peut-être quelques ajouts. On n'a jamais su. Vous me parlez tout à l'heure de Proust. Je ne suis pas tout à fait sûr. Que la Madeleine de Proust et tout ce qu'il y a. Que c'était vraiment une Madeleine. Vraiment une Madeleine, oui. Mais ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à la beauté du... Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est qu'à un moment donné, quand j'ai terminé votre ouvrage, je me suis dit, à la limite, s'il y a de la part de ceux qui narrent, ceux qui vous ont narré une partie de leur vie, etc., peut-être des incohérences ou des oublis ou des mises en exergue de plus cela que cela, que m'importe. Oui, puisque c'est que m'importe. Moi, que demain, si mes parents étaient encore vivants et que j'aurais eu la chance aujourd'hui de demander à mon père, mais dis-moi, je suis né en 51, dis-moi en 60 exactement, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que je faisais, etc. Bah, peut-être que lui-même, mon père, m'aurait raconté une histoire qui était peut-être un peu vrai, peut-être un peu plus autre, ou m'aurait parlé de quelque chose dont, bien évidemment, j'aurais été incapable de vérifier. Et c'est pour cette raison. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus... Et c'est pour cette raison... Récit. On aurait dû mettre récit, roman. Romancé, oui. Enfin, je l'ai dit, moi j'ai dit que c'est un récit autobiographique romancé. Ouais. Romancé, c'est-à-dire essayer de transmettre au lecteur des émotions, essayer, oui, bien sûr, voilà. et essayer aussi de décrire des lieux, même si il y a peut-être, je ne sais pas, par exemple dans certains dialogues, je ne suis pas vraiment sûr que ces dialogues se soient passés vraiment, ce sont les mêmes termes, les mêmes mots qui ont été utilisés. C'est surtout la scène où des moudjahidines sont venus, enfin mon père est allé chercher de l'eau à la fontaine juste au bord de l'Oued, et puis tout d'un coup, il était en train de puiser l'eau de la fontaine et un groupe de moudjahidines, directement, il voit un groupe de moudjahidines qui l'entoure. Et puis, il y a eu un petit dialogue entre eux. Ouais. Vous savez, mon père, quand il m'a raconté ça, je suis sûr qu'il ne s'est pas étalé sur... Il a dit, oui, ils nous ont demandé, nous sommes des moudjahidines, nous voulons voir ton père, ou nous voulons voir les habitants, tu nous montres. Et c'est tout. Mais moi, j'ai essayé quand même de... C'est vrai, c'est pour rendre... un peu pour donner plus de plaisir au lecteur, pour rendre aussi, parce que je connais les lieux, donc j'ai essayé quand même d'imaginer un petit dialogue, mais ça ne change en rien à la véracité des faits. Bien sûr que non, c'est pas la véracité des faits que mais moi je vous dis encore une fois, c'est ça que j'ai trouvé beau dans votre roman-récit, Mohamed Sari. Et c'est justement le choix de la polyphonie, le choix de faire parler tous les personnages avec un jeu, ça a été délibéré pour justement les laisser dire ce qu'ils veulent. Voilà. Raconter leur vie telle qu'ils l'entendent maintenant et avant, sans entrer dans d'autres détails. Moi, quand j'étais petit, vous savez, mon grand-père, quand il me racontait des événements qui ont pu se passer à Alger, très vite, ça devenait un conte. Hein. Oui, bien sûr, ça devenait très vite. Ça dérapait vers le conte, hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il y a le jeu subjectif qui entre en jeu. Oui. Mais comment lui-même a pu percevoir un événement tel que celui-ci ou celui-là. Et c'est ça la complexité de l'écriture biographique, surtout de l'enfance et de la petite enfance. La complexité, en fait, quand elle est là. Parce qu'il y a un trouble de mémoire, et il y a aussi, surtout quand il y a plusieurs récits, quand il y a plusieurs vies, donc pour essayer de les raconter, je pense qu'il n'y a pas mieux que de laisser le jeu subjectif raconter. Tout à fait. Raconter, voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Surtout que tout cela, vous l'avez écrit... je veux dire, il y a quelques petites années, oui. Bon, il y a quelques années cela, donc vous êtes...
c'est qu'il y a aussi une part. Moi, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bazar. Il y a une part de psychanalyse. Il y a une part de psychanalyse, bien sûr. Mais c'est, voilà, j'ai un certain âge maintenant. J'ai construit ma vie à partir de, comme vous dites, de réminiscences, de souvenirs de mon enfance, etc. Il faut bien que ce que vont me raconter les différents acteurs de ma vie, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, il faut bien que ça colle aussi à ce que moi, aujourd'hui, je me suis construit comme souvenir. Oui, bien sûr. Il faut bien que ça colle. Parce que si tout d'un coup on vous dit « Ah mais pas du tout !» ce que tu es en train de... Je sais pas où tu allais chercher ça. Voilà, il y a un effondrement total de la mémoire elle-même. Ouais. Ben oui, vous dites, comment ça, c'était pas comme ça? Mais si, je me souviens très bien que tu m'avais raconté ça. Je me souviens très bien que tu m'avais donné des bonbons ce jour-là. Aussi, je me suis fait aider pour justement raconter ce qui s'est passé dans le camp. Alors ça, c'est de concentration. Voilà. Alors là, je racontais ce qu'était l'enfant, avec le canal, la sakia, avec le café qui était juste à l'entrée du camp. La sakia au Grèce. Oui, qui mange les enfants. Oui, oui, qui mange les enfants, oui. Mais c'est une sakia aussi qui a été construite. On dit que ce canal, qui part de la ville de Menacer jusqu'à Sidi Ghilès, jusqu'à Novi Sidi Ghilès aujourd'hui, sur une distance de 25 km, et qui était construite juste au pied des collines, pour justement que l'eau coule et qu'on fasse irriguer les plaines alentour. Oui, elle a été construite du temps des Romains, et aussi on dit que les Français l'ont restaurée, aménagée, et nous avons vu que toute la plaine, toute la vallée qui allait de Menacer, Marceau à l'époque, et Zurich, Sidi Amar, jusqu'à Cherchel, jusqu'à Novi Sidi Ghilès, c'était des terres irriguées. Il y avait plein d'arbres fruitiers, c'était vraiment très riche. Oui. Et bien sûr, ça appartenait aux colons. Ça appartenait aux colons, c'est vrai, il y avait beaucoup. Donc, et ce canal, il passait à quelques mètres du camp de regroupement ou de concentration, et c'est un canal aussi qui était dangereux pour les enfants. Mais nous, en tant qu'enfants, on aimait, on y allait voir. Les grands enfants pouvaient justement sauter. Un enfant, un adolescent de 14-15 ans, il pouvait juste avec un saut être de l'autre côté. Mais un enfant de 4, 5 ans, 6 ans, c'était vraiment pour nous quelque chose de terrible. Donc là, je me suis fait aider par un ami d'enfance qui habite jusqu'à aujourd'hui au camp, enfin de la région dérivée, qui s'appelle actuellement le Hamidia. Et lui, il m'a fait, comment dire, il m'a aidé à me souvenir, parce que nous étions voisins. Nous avons des liens de parenté, nous habitons voisins. Et lui, il m'a évoqué plusieurs faits que peut-être j'ai oubliés. Il m'a dit, oui, tu te souviens, nous y allions, nous avons fait un peu de conneries, un peu pour les enfants, surtout pour l'histoire des camions qui sont venus emmener les hommes et les femmes pour aller voter au début du mois de juillet, 62. Là aussi, il y avait de petites histoires d'enfants comme ça qui m'ont été racontées par cet ami qui s'appelle Ammar, et que je salue d'ailleurs de ce plateau. Ammar, oui, Ammar. Oui, bon, en français c'est Ammar, mais en général, en kabyle, on dit Ammar. Ammar, oui. Ammar. Un petit malin. Oui, lui aussi, c'est un petit malin. Un petit malin qui voulait se cacher au fond du camion. Au fond du camion, pour partir. Il voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire voter. Il ne savait pas, mais pour lui, l'essentiel, c'est de partir en ville, c'est tout. Non, donc, puis attendez. Et puis voter aussi. Personne ne savait ce que je veux dire, sauf les hommes. Même les femmes, elles sont sorties, elles sont parties, parce que c'était pour elles une sortie, aller en ville. Bien sûr. Et bien sûr, voter, c'était extraordinaire, voter l'indépendance. Attendez, Mohamed Saleh, il y a quand même quelque chose qui est... vous vous rendez compte, vous avez vécu, vous, Ammar, votre mon cousin, il y a beaucoup de... Vous avez vu pendant
presque des années des camions militaires français, n'est-ce pas? Donc c'était une sorte de... Qu'est-ce qu'il y a dans ces camions? Vous voyez des soldats débarquer, rentrer, monter, descendre, décharger, etc. Séquestrés, arrêtés, oui. Mais qu'est-ce que c'est ce camion? Bon, à un moment donné, c'est normal. Vous savez, c'est comme un gosse... excusez-moi, la comparaison est peut-être un peu triviale. C'est comme un gosse qui voit un camion de pompiers. Il se dit, mais quel bonheur de monter dans ce camion. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, tous les enfants aiment être des pompiers. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Pompier, soldat. Il y a cet exode, cette déportation forcée, terrible, déportation, attention, encadrée par des militaires et des avions qui bombardaient les hameaux pour que ces gens-là ne puissent jamais y retourner. Mais aussi autre chose, c'est pour que les moudjahidines qui vivaient dans les montagnes ne puissent pas les utiliser comme hébergement, c'est-à-dire ils veulent couper tous les moyens dont puissent utiliser les moudjahidines. Tout ça pour arriver... Ça c'est important dans votre roman récit, dans ce fameux camp entouré de barbelés, n'est-ce pas, où on permettait aux hommes de sortir pour aller travailler chez le colon. Chez le colon. Il n'y avait pas où travailler. C'était une région agricole. Il y avait dans la vallée qui allait de Sidi Amar jusqu'à presque Gouraya, c'est-à-dire c'est une frange de terre féconde, une terre très riche, c'était des fermes, et les gens, et les paysans descendaient de leur montagne pour aller travailler chez ces colons, et le travail était du lever du soleil au coucher. Et il fallait être quelqu'un de solide pour que le colon puisse les garder et travailler. Alors, ce camp que vous décrivez, qu'on vous décrit, vous avez vous-même vos propres souvenirs de j'ai des propres souvenirs dont je me souviens très bien. Ce fameux soldat noir africain qui vous bourre de friandises et qui est peut-être le seul sympathique à l'entrée du camp, qui comprend les enfants. C'est vrai, je me rappelle jusqu'aujourd'hui, il avait des poches pleines, et il y avait des bonbons, du chocolat, et pour nous, enfants, pourquoi pas bonheur, alors que les parents, les adultes, nous interdisaient. Ils dit non, il ne faut rien accepter. Comment des soldats nous ont enfermés, nous ont empaquetés dans une petite superficie avec une haie de fil de barbelé, et ensuite on va accepter ce qu'ils nous donnent comme bonbons ou comme... C'est vraiment... Alors, vous racontez à travers ce qu'on vous raconte, ce que pouvait être la vie dans ce camp, terrible, parce que c'était des gourbilles, des masures faites de tôle, etc., avec des roseaux, de l'argile, et avec une terrible promiscuité, pas d'hygiène, un toit de zinc, un toit on pouvait aller acheter, il y avait une boutique, une épicerie. Il y avait les guérites avec les soldats, donc tout ça était bien encadré, tout ça. Il s'appelait le camp Lassas. Lassas, d'ailleurs, le camp, s'appelait Lassas, oui. Qui était Lassas. Ce qui était Lassas, oui. La section administrative spécialisée, comme on dit. De temps en temps, quand les choses, disons, pas s'amélioraient, mais ça... Quand il y avait les premières négociations secrètes entre le GPRA et le gouvernement français, etc., ça commençait légèrement à s'adoucir. Il y a eu à un moment donné l'arrivée des bonnes sœurs, qui aidait l'arrivée de la radio. Très, très important. Parce que, quoi qu'on dise, mais c'est-à-dire le fait de rassembler, je ne sais pas combien, peut-être une centaine de familles dans un lieu, il y a quand même un acquis de conscience qui se formait petit à petit à travers les discussions, à travers les informations glanées par les hommes au dehors, et surtout à travers la radio qu'on écoutait secrètement.
il y avait la Voix du Caire, la Voix de Tunis, il y avait... Et là, les gens commençaient tout d'un coup... à s'éveiller. Même à s'éveiller. Et aussi à apprendre aussi l'arabe dialectal. C'était des Berbères qui étaient aussi dans la montagne, qui ne parlaient que kabyle. Alors justement, ça, on va arriver à ce point-là, parce que ça, c'est un point intéressant. Vous racontez bien sûr, Aïzar, toute la région environnante de Cherchel, et les citadins, eux, parlaient en arabe, bien sûr. C'était des citadins qui étaient un peu mélangés. Il y avait, comme vous avez si bien noté, ceux qui avaient été rejetés par l'Inquisition et par les Espagnols en 1492 et qui se sont retrouvés notamment à Cherchel, mais dans d'autres villes en Algérie et au Maroc. Et puis il y avait, je dirais, les autochtones. Oui, les autochtones, les autochtones, ceux qui ont fait du commerce, ceux qui ont pu justement se déplacer et résider en ville. Donc eux-mêmes aussi, petit à petit, ils ont acquis un nouveau statut. C'est ça. Et parmi les caractères et les spécificités du nouveau statut, c'est parler la langue arabe. Bien sûr. Et petit à petit, non seulement parler la langue arabe et s'éloigner de la langue kabyle, enfin du kabyle, qui était liée à la montagne, à la campagne, à la misère. C'était les rustres. Ouais, c'était les rustres, c'était des gens qui étaient pauvres. Ils descendaient pour le marché, ils descendaient peut-être de temps en temps. Et ils venaient avec leurs mulets, avec leurs ânes, avec leurs chaussures pleines de boue, pleines de... Et qui ne savaient absolument pas un mot. Hein. Oui, des gens... La seule dans votre famille qui tout d'un coup a commencé à apprendre l'arabe et même un peu le français, c'était votre mère. Oui, parce que ma mère, à un certain moment, comme mon grand-père maternel, lui qui travaillait justement chez les colons, il a travaillé avant la Deuxième Guerre mondiale chez les colons. Sa famille était à Aïzar, à Titmoussi, mais quand il a été enrôlé dans l'armée française pour participer à la Deuxième Guerre mondiale, il a disparu. Il a été fait prisonnier. Il est resté, je crois, autour de 4 ans. 4 ans, vous dites. Plus, oui. Et tout d'un coup, vers la fin de la guerre, il revient. Alors que tous pensaient qu'il était mort. Alors que, bien sûr, il n'y avait ni téléphone, ni lettre, ni absolument rien. Et quand il est revenu, quand il est retourné travailler dans la ferme du colon, il y avait un nouveau gérant espagnol, c'était les rescapés de la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne de 1936, et lui, il lui a dit pourquoi ne pas venir, c'était quand même un soldat qui avait participé à la Deuxième Guerre mondiale, donc pour lui donner un certain privilège, ils lui ont donné l'occasion justement de construire un gourbi à l'intérieur de la ferme et d'y habiter. Et c'est pour cela qu'il a fait venir ses enfants de Aïzar, de Titmoussi, qui était une région berbérophone. Ils ont vécu à Marengo, c'était juste à la sortie ouest de Marengo. Et Marengo, Hadjout aujourd'hui, elle était arabisée. Donc les enfants, petit à petit, bien sûr, c'était arabisé. Et ma mère, en tant qu'enfant, elle y a vécu, elle a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Donc voilà. Et elle parlait kabyle et arabe sans aucun problème. Et quand je suis né, bien sûr, elle voulait bien s'adresser à moi en arabe. Donc, pourquoi le but était que quand elle allait chez ses parents, et que moi, en tant qu'enfant, je côtoyais les enfants de ses frères, il fallait bien, que je parle un peu arabe. Bah oui. Sinon, voilà, c'est-à-dire c'est une façon de me préparer pour une intégration dans sa famille qui vivait à Hadjout. Vivait à Marengo, comme on dit, voilà. Ça va même presque plus loin que cela dans votre ouvrage, Mohamed Saleh. Vous dites c'est aussi peut-être la possibilité de monter sur une nouvelle marche qui peut permettre, et avec le français et avec l'arabe, de s'ouvrir
et à l'école coranique et à l'école française. Bien sûr, oui, oui. Ah, bah, parce que ma mère se souvient que en 44, 45, 46, enfin dans ces années-là, avant qu'elle ne se marie, à la fin des années 40, il y avait son frère qui allait à l'école. C'est ça. Donc pour elle, bien sûr, on lui interdit. Une fille ne va pas à l'école. Ouais. Mais le frère qui allait à l'école, il rapportait des livres avec plein d'images, de couleurs. Ouais. Donc pour elle, déjà, l'école, c'était quelque chose de merveilleux. C'était une découverte. Et elle voulait aussi que ses enfants, que son fils, je suis l'aîné, lui aussi puisse accéder à cette école. Ça aussi, c'était peut-être inconsciemment, mais c'était ça. Mais c'était aussi pouvoir suivre l'école coranique en comprenant parfaitement bien ce que pouvait le maître. Même mon père, quand il a été fait prisonnier, il a été torturé et il a été fait prisonnier dans le camp. Il comprenait rien. Oui, dans le camp de Paul Gazel à Enoussara, où il a passé 18 mois jusqu'à presque l'indépendance, jusqu'à quelques mois avant l'indépendance. Et là, lui aussi, il a acquis une nouvelle conscience. C'est de se dire qu'il y a une autre vie que la vie de berger, que la vie de Khammès, que la vie, il a une autre vie. Et cette autre vie, elle a été inculquée par justement les prisonniers politiques. Et un certain médecin qui s'appelait Bardadi, enfin, ce que me disait mon père, et qu'il a rencontré quelques années plus tard à l'hôpital de Blida. Donc pour lui aussi, c'est-à-dire la guerre, toute cette période doit être dépassée. Et dépassée comment ? Par déjà aller habiter à la ville, parce que la ville, elle offrait une nouvelle vie, une nouvelle approche, et cette approche, il est vraiment, c'est-à-dire la première spécificité de cette vie en ville, c'est que les enfants aillent à l'école. Parce que lui-même, mon père me disait Flistiqlal, pas de berger, pas de Khammès, vos enfants iront à l'école, ils vont être médecins, ils vont être ingénieurs. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Excusez-moi, il n'y a pas que ça. Bon, c'est parce que dans beaucoup de chapitres de votre ouvrage, il y a cette fascination dès le départ de cette ville, parce que c'est la ville, là, Cherchell, c'est la ville avec tout ce que ça peut comporter comme ville moderne. Tous ses attraits. Voilà. Et donc, même à un moment donné, fin de la guerre pratiquement, cessez le feu, là, votre grand-père dit, moi, de toute façon, je resterai. Ah oui, le grand-père, oui. Pas question de quitter ma région. Et le père dit, oui, non, mais moi, je vais descendre à Cherchell, et donc vous descendez jusqu'à Cherchell, et puis vous y perdez même. Oui, c'est une ville, c'est un petit... Bon, tu peux pas te perdre. Un petit incident d'enfance, tu peux pas te perdre. Voilà, là, il y a la mairie, là, il y a ce qu'on appellerait la mosquée, mais c'est celle des chrétiens. Des chrétiens, à l'époque. Là, il y a la placette, là. Tu peux pas te perdre. Il faut pas que tu aies l'air d'un Bahloul, d'un rural, quoi, d'un Bouillov, d'un ainsi de suite. Mais ça... C'est vrai. Dans tous vos chapitres, mais bien sûr, il y a une grande disparité entre la ville, avec tous ses attraits, avec une vie plus ou moins confortable, avec l'électricité, avec disons, une vie plus ou moins décente, et avec la campagne, où il n'y avait rien. Où les gens vivaient dans des gourbilles, ils vivaient avec des animaux. Moi, mon père et mes oncles, ils me disaient qu'étant célibataires, ils dormaient dans le même gourbi que les mulets et les ânes, sur un tapis de doum et ainsi de suite. C'était terrible, c'était une misère quand même qu'on a actuellement. Je vais pousser plus loin. Qu'on a des difficultés à accepter, plutôt à imaginer. C'est-à-dire, imagine-toi, je ne sais pas, dormir sur un tapis de doum, et près de toi, il y a une vache, il y a un mulet, il y a un âne. C'est pas croyable. Je vais peut-être pousser le bouchon un peu plus loin, si vous me permettez, Mme Saleh. Il y a aussi le fait que, malheureusement, pendant notre lutte de libération nationale, n'est-ce pas, la soldatesque coloniale, au niveau répressif,
hein, il y avait quand même une grande différence entre les campagnes et les villes. Bon, ça ne veut pas dire que dans les villes, hein, malheureusement, c'était du gâteau, loin de là. Bon. La ville, c'était les rafles, bon, on prenait les gens, torturés malheureusement, de la bataille d'Alger ou ailleurs, etc. Mais le problème dans les campagnes, c'est que c'était autre chose. C'est que réellement, c'est pour ça que vous insistez énormément dans votre ouvrage, Mohamed Sarri, c'est carrément, on déplace des populations, on les déporte totalement, hein. C'est ce qui était devenu à un moment donné ce qu'on appelle les zones interdites. On les met dans des camps de concentration. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des camps de concentration. Comme des bêtes. Hein. On les fait travailler, les corvées, les machins, etc. Et tout ça. Et puis, on tirait à vue. Et puis, il y avait les ratissages. Voilà. Et les ratissages de l'armée étaient terribles. Je raconte d'ailleurs comment deux hommes de la famille de ma mère sont morts justement, ont été tués à bout portant. Et comment des prisonniers, enfin des hommes qu'on capturait et qu'on emmenait derrière un cheval, qu'on traînait derrière un cheval des montagnes jusqu'à excusez-moi, c'est terrible, hein, c'est pas non, sans rentrer dans les détails. Non, c'est pour dire que, bon, ça on le sait, hein, pendant la lutte de libération nationale, peut-être que je vais pousser le bouchon encore une fois un peu loin, mais il ne faut pas cesser de le dire, hein, il ne faut pas cesser de le dire. Ce qui s'est passé dans les campagnes chez nous par rapport à ce que quelqu'un qui pouvait être, comme votre père, une sorte d'agent de liaison, etc., tout ça, la ville, les grandes villes, hein, ou même les villes moyennes comme Cherchell, etc., étaient, je dirais, on pouvait trouver plus de moyens, hein, de se faufiler. Hein. Oui. Alors que dans les campagnes, c'est pas comme ça. C'est ratissage, encerclement, on rase. Et on déporte. Oui. Bon. Et puis, celui qui a des velléités un petit peu, ou alors on a des soupçons, c'est une balle dans la tête. Hein. Et donc, ceux qu'on emprisonne, ils sont torturés à mort, et il y a beaucoup de personnes dont le corps n'a jamais été retrouvé. Bah oui, alors là, ça vous en parlez. Vous parlez d'un moment terrible où votre père enterre les moudjahidines qui ont été malheureusement, assassinés. etc. Il se dit, mais il faut quand même les enterrer et tout ça, mais combien, jusqu'à maintenant, malheureusement, on découvre des charniers terribles, hein, parce qu'on ne sait pas, et on ne sait même pas qui c'est. Hein, que jusqu'à maintenant, sait-on exactement le nom de tous les shuhada. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce problème de citadins Hadar et berbères kabyles. Vous savez, c'est un problème sociologique, hein, c'est un problème sociologique où tu as la ville riche, avec des gens qui sont plus ou moins lettrés, donc qui ont une certaine culture, qui connaissent un petit peu un comportement. Ils ont aussi une richesse dans ce qu'on appelle l'art culinaire, parce que surtout ceux qui ont été l'originaire et ceux qui ont avaient des relations avec des Turcs. Donc pour la préparation des gâteaux qui sont multiples, la préparation des mets, et ainsi de suite, même les habits, ils sont propres, ils sont diversifiés. Alors que dans la campagne, il n'y avait, c'était vraiment le strict minimum. À peine si on pouvait trouver une galette de pain et du lait de chèvre ou de vache. Donc et puis les paysans, quand ils récoltaient certaines récoltes agricoles, ils venaient les vendre en ville. C'est pour cela que la ville, pour eux, c'est aussi une source d'argent. Parce que ramener, je ne sais pas, quelques kilos de pois chiches, de lentilles ou même de figues sèches ou de figues de Barbarie et les vendre en ville, c'est retourner, c'est avoir un peu d'argent et pouvoir s'acheter du café, du sucre et des habits aussi. Donc c'est pour cela que la vie avait un attrait extraordinaire. Et les citadins, eux aussi les citadins, comme ce sont en grande majorité des commerçants, donc il y avait quand même une certaine affinité entre ces paysans, parce que ces paysans aussi
aussi, quand ils vendaient leurs produits agricoles, ils achetaient, ils laissaient l'argent, ils achetaient d'autres choses. Donc, chacun trouvait sa, disons, son bénéfice. Oui. Et la langue, là, c'était... c'est ce que vous dites, c'est ce qui faisait la fantastique richesse. Oui, la fantastique richesse, en même temps de Cherchell aussi, oui. Cherchell, c'est une ville qui est riche, elle a son arabe, ses citadins, elle a ses kabyles et son kabyle, et les gens, depuis des années, surtout après l'indépendance, c'est que tous les gens qui ont été déportés dans les camps se sont retrouvés en ville. Donc déjà, et là, il y a une harmonie, voilà, une osmose, une harmonie, les gens vivent... Donc, voilà, très grande fertilité, voilà. C'est ce qui fait justement la beauté de Cherchell, oui, la beauté, et peut-être d'autres villes en Algérie. D'autres villes en Algérie, oui, oui. Merci Mohamed Saadi, nous avons légèrement même dépassé le temps de l'émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur votre récit roman Aïzar, un enfant dans la guerre, paru aux éditions Balzac. Merci encore d'être venu sur le plateau d'Expression Livre. Et c'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Désolé d'avoir un petit peu dépassé l'horaire. Je vous souhaite une excellente soirée sur votre chaîne préférée Canal Algérie. Et je terminerai avec ma phrase habituelle. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. À la semaine prochaine, même jour, même heure, exactement la même punition. Bonsoir Mohamed Saadi. Bonsoir.